Bonjour Charlotte, merci pour ta présence. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours et peut-être nous parler aussi de tes passions? Ok. Alors, merci à toi de m'accueillir. Donc, je m'appelle Charlotte Lequin, je suis psychomotricienne périnatale. Je suis également depuis peu créatrice du carnet de santé psychomoteur et du site internet Baby Move où je propose des consultations notamment en visio. Et je tiens également un compte Instagram depuis à peu près 2 ans où je propose des conseils sur le développement psychomoteur du bébé. Moi, après mon bac, j'ai fait une prépa, donc j'ai fait une école préparatoire au concours du paramédical. Donc j'ai présenté exclusivement les concours pour devenir psychomotricien, enfin pour intégrer une école de psychomotricité. Après cette prépa, j'ai été acceptée à l'ISRP Paris, donc c'est l'Institut supérieur de rééducation psychomotrice et de relaxation psychosomatique de Paris. Donc c'est une école privée. Donc, ça a duré 3 ans. Ensuite, quand j'ai été diplômée, j'ai continué mes études avec un diplôme universitaire, donc qui s'intitulait la psychologie et la psychopathologie de la périnatalité et du très jeune enfant. Donc, ça, c'était à l'Université de médecine Paris-Cité. Et ensuite, cette année, j'ai continué mes études. Donc, en parallèle déjà de mon premier DU, je me suis installée à mon compte en libéral. Et cette année, donc j'ai arrêté le libéral et j'ai poursuivi avec un DIU, donc un diplôme interuniversitaire, qui s'intitule l'évaluation et la prise en charge des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Voilà, dans les grandes lignes, mon parcours. Alors, on va revenir au tout début. Avant même d'intégrer cette année de prépa, quel élève tu étais quand tu étais au lycée? Ouais, alors moi au lycée, collège, lycée et même primaire d'ailleurs, j'ai toujours été une élève plutôt moyenne. J'ai jamais eu des très très bonnes notes, comme jamais des notes complètement catastrophiques. Donc voilà, je suivais la majorité des élèves, on va dire. Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix de t'orienter vers psychomotricien? Comment déjà tu as découvert ce métier? Et, et finalement, qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier-là? Alors que peut-être l'image que tu t'en faisais au début n'est pas du tout la même que celle que tu en as aujourd'hui, maintenant que tu es vraiment dans le métier. Ouais, et effectivement, je j'ai pas du tout la même image avant et maintenant d'être diplômée. Donc moi, j'ai connu le métier extrêmement jeune parce que ma sœur a pu avoir des séances de psychomotricité déjà très jeune parce que elle a un handicap. Donc je connaissais ce métier vraiment des toutes petites. Je me rappelle quand je l'accompagnais à ces séances, moi je suis dans la salle d'attente, il y avait plein de jeux, je trouvais ça incroyable. Et je me rappelle que j'avais qu'une envie, c'était d'être à sa place en fait, parce que je voyais qu'elle arrêtait pas de jouer, je trouvais ça fou. Voilà, donc j'ai connu ce métier très vite. Et donc, on va dire alors, bien que j'ai eu d'autres métiers en tête quand même pendant ma phase collège-lycée, c'est un métier qui est vite revenu. Sans grande question, bien que j'en parlerai peut-être un peu plus tard, mais avec les professeurs et avec ma réflexion personnelle, je me suis dit que le métier de psychomotricien était pourquoi pas fait pour moi à ce moment-là, en tout cas de ma vie. Alors, de ton temps, alors on a l'impression d'être vieux quand on dit ça, mais toi, tu as passé un concours pour intégrer Ouais. l'ISRP. Est-ce que c'est toujours la voie pour être admis ou est-ce qu'aujourd'hui, pour intégrer l'ISRP, il faut passer par Parcoursup? Ouais, alors à mon époque, c'était mon époque, effectivement, ça fait un peu vieux. Donc déjà, moi, j'ai fait ma prépa et en fait, mon année de concours, c'était la première année du Covid. Donc jusqu'à quelques jours, quelques semaines maximum, et je me rappelle vraiment que c'était limite en jours, on nous a appris que le concours allait être annulé. Donc ça a été très difficile d'apprendre ça parce que l'ISRP, c'était, je crois, une des dernières écoles qui n'arrêtait pas de nous dire que le concours allait être maintenu. Donc, il faut bien s'imaginer que pendant toute une année, on s'est quand même préparé à un concours qui est très sélectif et on nous apprend quelques jours avant qu'au final, il n'aura pas lieu. C'était compliqué. Donc, nous, tout est passé par dossier. Donc, les notes du lycée ont été regardées, les notes pendant la prépa, etc. Il me semble que l'année qui a suivi, donc pendant la première année, il y avait encore un concours, donc il y avait encore une prépa. Mais à l'heure actuelle, donc en 2025, il n'y a plus du tout de concours pour intégrer une école de psychomotricité. Tout passe par Parcoursup. Voilà ce que j'en sais. Maintenant, je sais qu'à mon époque, il y avait des écoles qui prenaient plus des gens, plus des néo-bacheliers. Il y a des écoles qui prenaient plus des personnes qui avaient déjà une licence, qui avaient fait une prépa. Enfin, voilà, il y avait des écoles qui avaient des
petite préférence au niveau des étudiants. Mais en tout cas, il me semble qu'il n'y a plus du tout de concours pour intégrer une école de psychomotricité. Et qu'est-ce que tu avais fait, toi, comme bac? Est-ce que tu étais plutôt un profil scientifique ou finalement, ça n'a pas forcément d'importance, peu importe le bac d'origine, parce qu'en fait, ça a peut-être un lien avec les matières que tu fais ensuite. Est-ce que tu peux nous répondre à ça? Ouais. Alors, mon bac, il a été compliqué parce que je suis passée par plusieurs phases. Alors moi, j'ai toujours voulu faire un bac S, donc à l'époque un bac scientifique, parce que je crois que ça n'existe plus. Et en fait, on m'a très vite refusé ce bac-là parce qu'il fallait des notes en sciences très bonnes, ce que je n'avais pas à l'époque. Donc, j'ai voulu faire un bac économique et social, qu'on m'a également refusé parce qu'il fallait également des bonnes notes en maths, ce que je n'avais toujours pas malgré des cours particuliers assez intenses après le lycée. Et donc, on m'avait orienté un peu de force, hein, clairement, en bac L, donc en bac littéraire, ce que je voulais absolument pas parce que je n'avais aucun attrait pour la littérature. Donc, vraiment, c'était important. J'avais accepté de ne pas être en bac S parce que même les professeurs me disaient que je pataugerais trop, mais c'était hors de question que je fasse pas un bac, au moins un bac ES pour rester quand même dans un domaine un minimum scientifique, vu que c'est vraiment ça qui m'intéressait. Et bon, après diverses discussions, rendez-vous avec le proviseur, j'ai fini par aller en bac ES et l'obtenir. Et du coup, pour répondre à ta question, je pense honnêtement qu'on peut faire des études de psychomotricien avec n'importe quel bac. Évidemment, si on vient d'une filière scientifique, c'est quand même plus avantageux parce que en prépa, bon là, il n'y a plus de prépa, mais en première année, on reprend vraiment toute la base des sciences, en fait. Donc, c'est vrai que moi-même, hein, qui venais d'un bac ES, qui avait une base en sciences, mais beaucoup moins importante qu'un bac S, je m'étais dit que si j'étais venue d'une filière L, par exemple, vraiment, ça aurait été compliqué. Mais je pense que voilà, rien n'est rédhibitoire. Je pense qu'avec du travail et de la discipline, on peut arriver à beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est quand même facilitateur d'avoir eu une filière scientifique avant d'entamer ses études. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe les études en psychomotricité? Combien d'années c'est? Est-ce que c'est que en formation initiale ou est-ce qu'il y a de l'alternance? Et puis bah, après, peut-être on parlera dans un deuxième temps des DU que tu as fait parce que la question c'est de se dire à quoi ça sert de continuer à se former alors qu'on a son diplôme et voilà, ça, enfin, moi j'ai déjà une réponse, mais l'idée c'est vraiment de discuter de ça. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler vraiment des études au sein de ton école et peut-être que si tu sais qu'il y a des écoles qui proposent par exemple de l'alternance, comment ça se passe? Alors, l'ISRP, c'est une des seules écoles, d'ailleurs, c'est la seule école, je crois, en France qui propose de l'alternance, donc en école de psychomotricité. Moi, j'y suis pas du tout allée pour ça parce que j'ai pas fait d'alternance, mais en tout cas, c'est très intéressant comme proposition. À Paris, il y a deux écoles de psychomotricité. Il y a l'ISRP Paris, donc c'est une école privée qui propose de l'alternance, et la Sorbonne, donc la fac, qui ne propose pas d'alternance, donc qui propose des stages. Au niveau de la durée des études, moi, du coup, elles ont duré 4 ans avec ma prépa. Sinon, ça dure 3 ans initialement pour avoir un diplôme d'état de psychomotricien. Ensuite, il y a un master, donc qui dure 5 ans, si jamais on veut avoir le titre d'expert en psychomotricité. Donc, moi, que je n'ai pas fait. Le master, je crois qu'il y en a deux possibles. Je me suis vite fait intéresser il y a quelques temps, mais j'avoue qu'au final, il ne m'intéressait pas, donc j'ai pas trop d'infos là-dessus. Mais en tout cas, on peut poursuivre en master, bien que la majorité des élèves ne le fassent pas. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à... Et bah, du coup, après, donc, tu as eu ton diplôme au bout des 3 ans et tu as fait le choix de t'installer en cabinet et de continuer à te former en Ouais. faisant des DU. Et finalement, à quoi ça sert de continuer à se former? Pourquoi tu as fait ce choix-là? Ouais, alors c'était hyper important pour moi de pas finir mes études à ce moment-là, enfin quand j'ai eu mon diplôme d'État, parce que déjà j'ai toujours adoré les études, donc moi ça me posait aucun souci de continuer. J'ai toujours aimé apprendre et d'être dans un rôle d'étudiante. Ensuite, je pense que ce DU-là, en fait, j'ai fait un stage, peut-être qu'on en reparlera, mais en réanimation néonatale pendant 1 an. Et je me souviens, enfin, ce DU-là est venu vraiment de ce stage-là parce que il y avait une famille que je suivais avec ma tutrice. Et en fait, cette famille-là, il y avait, il me semble, ça relevait un peu de la psychopathologie, etc. Et en fait, nous, on avait, je crois, on n'était pas vraiment allé au bout de ce suivi. On a plus délégué aux psychologues parce que ça rentrait dans un champ où on n'était pas forcément assez formé en tant que psychomotricien et où ça relevait pas tellement de notre métier.
Et ça m'avait énormément frustrée, en fait, de ne pas pouvoir continuer le suivi ou de ne pas pouvoir le continuer comme j'aurais aimé le continuer. Et ma tutrice m'avait dit, bah, dans ces cas-là, tu pourrais faire ce DU-là, justement, pour pouvoir continuer et avoir vraiment les compétences requises. Donc, c'est resté dans un coin de ma tête et je me suis dit, il faut absolument que je fasse ce DU-là. Et donc, c'est entre autres pour ça que je l'ai fait. Et une deuxième raison, c'est aussi parce que pendant toutes mes années d'études à l'école, on m'a vraiment, enfin tous les professeurs, quasiment à l'unanimité, m'ont dit et nous ont tous dit qu'avec le diplôme de psychomotricien, on est diplômé psychomotricien généraliste. Donc on peut vraiment travailler avec n'importe quel type de population sans forcément continuer notre formation en fait. Mais j'ai jamais été d'accord avec ça. Pour moi, en fait, c'est un métier qui est tellement large où on peut vraiment travailler avec un bébé prématuré qu'avec une personne âgée en fin de vie. Enfin, c'est tellement large qu'on ne peut pas être spécialisé dans tout, c'est pas possible. Donc, on ne peut pas travailler avec tout le monde aussi bien qu'on voudrait, quoi. Donc, moi, j'avais vraiment cette attirance pour la psychopathologie, la périnatalité. Je me suis dit que, en plus, on en parle très peu à l'école de ce domaine-là. Donc, je me suis dit que c'était évident que je continue mes études parce que j'étais pas du tout assez qualifiée dans ce domaine pour pouvoir prétendre à être voilà, spécialiste là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai continué. Et en général, je pense que continuer ses études, alors pas forcément toutes les études, par exemple, je sais pas, peut-être les études de médecine qui durent 10, 12, 15 ans, peut-être qu'après c'est fatigant de recommencer avec un DU directement comme moi j'ai pu faire. C'est compréhensible, mais moi j'ai vraiment cette conviction que quand on est diplômé et quand on veut vraiment se spécialiser dans quelque chose ou même à titre personnel, connaître davantage de choses sur une notion en particulier, c'est important, je trouve, de se former. Et encore plus dans un métier de santé où les choses bougent énormément, où vraiment les recommandations de santé changent, où enfin, voilà, les manières de soigner sont différentes en fonction de chaque étape de vie, de chaque période, de chaque pays, etc. C'est important vraiment de savoir ce qui se fait, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, et d'être au clair là-dessus. Et je pense que c'est vraiment un droit, mais aussi un devoir d'un professionnel de santé que de se former et que de savoir ce qui se fait pour soigner et aider correctement ses patients. Je pense que vraiment c'est important, plus que dans une autre filière peut-être d'ailleurs. Ce qui veut dire que tu continueras à te former, alors peut-être pas tous les ans, mais régulièrement, de manière à mettre à jour tes connaissances et tes compétences au regard des évolutions des études scientifiques, peut-être? C'est ça, c'est ce que j'ai envie, notamment avec ce deuxième DU que j'ai entamé cette année. J'aurais pu m'arrêter, mais j'avoue que j'avais toujours pas envie. Et peut-être aussi qu'on en reparlera plus tard, mais j'ai dans l'idée de faire un master l'année prochaine de psychologie. Donc là, pour le coup, je le ferai avec une VAP, donc je crois que c'est une validation des acquis professionnels et personnels. Donc c'est pour avoir le diplôme de psychologue à la fin, sans avoir à passer la licence. Ça, après, c'est à titre personnel, c'est vraiment changer de métier. Donc voilà, j'invite les gens qui veulent changer de métier à le faire, mais tout le monde n'est pas obligé de changer de métier. Mais oui, du coup, pour répondre à ta question, j'aimerais vraiment continuer à me former, même si ça demande du temps et un coût financier important parfois. Je pense que c'est important ouais, de continuer, alors peut-être pas toute sa vie, mais au moins voilà, tous les 5, 10 ans, voilà, se mettre au clair sur ce qui se fait. Je pense que c'est important. Eh ben, on va parler justement de ce projet que tu as de continuer tes études en prenant, enfin, en sollicitant une VAP, donc une Ouais. validation des acquis. Comment ça se passe? Est-ce que tu t'es déjà renseigné par rapport à ça? Ouais, je me suis déjà renseignée. Alors, est-ce que tu veux vraiment savoir tout le parcours de la VAP ou vraiment seulement mon parcours de psychologie Plutôt ton parcours à toi de dire, voilà, en fait, déjà, comment tu en es arrivé à te dire que ça pouvait être quelque chose que tu pouvais demander et peut-être, voilà, dans quelles écoles, est-ce que tu t'es déjà renseigné des écoles dans lesquelles tu pouvais postuler parce qu'elles sont peut-être pas toutes ouvertes pour ce type de dispositif? Ouais. Alors du coup, la VAP, de ce que j'en sais, donc c'est différent d'une VAE, où une VAE, c'est vraiment la validation des acquis de l'expérience, donc c'est-à-dire c'est vraiment basé sur, pas forcément sur les diplômes qu'on a eus auparavant. Donc moi, je postule dans une seule fac, d'ailleurs j'allais dire école, mais c'est une fac, parce qu'il me semble qu'on peut postuler que dans une seule et que dans un master spécifique, on ne peut pas faire, par exemple, 10 demandes de VAP, ça, c'est pas possible.
Ça se passe par dossier, donc c'est un gros dossier quand même à remplir avec donc nos acquis professionnels et personnels. Et donc moi, par rapport à la faculté que j'ai choisie donc de psychologie, là, je suis en train de préparer mon dossier et ensuite, ça passe en commission à peu près au mois de février. Il me semble qu'on a des présélections au mois d'avril et ensuite la sélection définitive au mois de juin. Donc voilà, ça peut passer soit par mon master, donc la plateforme Mon Master, soit directement par mail. Il me semble que moi, via ma fac, c'est directement par mail. Je passe pas par mon master, à revérifier, mais il me semble que c'est ça. Après, je pense que la procédure VAP en tant que telle, elle est plutôt générale à tout le monde, mais quand même assez spécifique, parce que par exemple, moi, je passe par mail, peut-être dans une autre fac, c'est par la plateforme Mon Master. Donc, je pense que c'est vraiment à vérifier en fonction de chaque filière qu'on veut faire. Mais en tout cas, voilà, c'était une procédure que je voulais déjà entamer l'année dernière, mais malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement d'ailleurs, je sais pas, mais je m'y suis prise un peu tard, donc je pouvais plus faire une demande de VAP. Donc c'est pour ça que je l'ai fait cette année et voilà. Je sais pas si je réponds à tes questions. Mais... Et en fait, du coup, pour expliquer les choses peut-être plus simplement aux personnes qui savent pas trop, c'est qu'en fait, ça te permet, en ayant fait d'autres études et en ayant un parcours différent, de pouvoir valider peut-être, par exemple, un niveau de licence 3. C'est ça. Dans un autre domaine, mais parce qu'en fait, au cours de tes études et dans ta pratique professionnelle, tu as pu acquérir des expériences et des domaines de compétences ou de connaissances qui te permettent de justifier un niveau scolaire pour pouvoir ensuite poursuivre tes études. Donc toi, ce serait pour pouvoir rentrer en master 1 psychologie, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu peux, alors là, je voudrais qu'on parle du métier de psychomotricien. Tu nous as dit qu'un psychomotricien, il pouvait être amené à travailler avec à peu près n'importe qui. Donc du coup du bébé, ouais, prématuré. ouais, du préma, jusqu'à la personne âgée. J'imagine bien que les prises en charge sont pas les mêmes. Est-ce que tu peux éventuellement nous décrire un peu en fonction de manière très grossière, mais des publics? Quel type de prise en charge ça peut être? Parce que j'imagine bien que tu ne fais pas la même chose avec un bébé préma, avec un enfant de 3-4 ans et avec une personne âgée, quoi. C'est vrai. Donc, par exemple, une prise en soin avec un préma, ça pourrait être un préma qui a une pathologie importante, déjà su avant l'accouchement ou alors on la connaît au moment de l'accouchement. Donc, moi, je vais être là, par exemple, pour évaluer la relation parent-bébé, comment ça se passe, est-ce que les parents peuvent toucher leur bébé, est-ce qu'ils y arrivent, comment ils voient un peu ce qui s'est passé au niveau très psychologique de la chose. Comment avec le bébé il se mouvoit vraiment dans son corps. Est-ce qu'il y a un retard psychomoteur déjà à son âge ou pas? Est-ce qu'il fait les choses attendues pour son stade de prématurité ou non? Comment se passe la succion? Enfin, plein de choses comme ça, en fait. C'est assez large vraiment dans ma définition, mais ça va être vraiment très axé psychologie. C'est pour ça qu'on travaille généralement très en lien avec les psychologues et aussi les kinés. Et aussi versant donc très rééducatif, donc en lien aussi avec les kinés, où vraiment là on va voir, on va toucher le bébé, on va essayer de voir s'il n'y a pas de résistance, si au contraire il y en a. Enfin voilà, on va vraiment évaluer tout ça, donc c'est un périmètre assez large. Ensuite, par exemple, en libéral, quand je suivais, admettons, un enfant de 5 ans, il pouvait venir, on va mettre un peu plus grand, on va mettre, je sais pas, 8 ans, il pouvait venir parce que il y avait des problèmes d'écriture, il y avait une lenteur, il n'arrivait pas à écrire ses devoirs, il loupait toujours ce qu'il y avait écrit au tableau, donc ça engendrait des conflits familiaux le soir, quand il fallait faire les devoirs. À l'école, il est assez lent, enfin voilà, des choses comme ça. Donc là, on va faire un bilan psychomoteur si c'est nécessaire, ou alors on réoriente vers d'autres professionnels. Par exemple, quelqu'un de 20 ans peut venir parce qu'il a eu des idées suicidaires, typiquement, et qu'il ne sort plus de sa chambre et qu'il n'a plus envie de voir personne. Et donc là, on va travailler en lien avec les psychologues, notamment avec les psychiatres. Et par exemple, une personne âgée, on peut travailler en soins palliatifs, donc l'accompagner tout doucement au décès. Donc ça, c'est vraiment très particulier parce que les personnes âgées ne sont pas toutes en soins palliatifs, mais c'est tout à fait possible qu'un psychomotricien travaille avec ce type de patient. Donc là, ça va vraiment être du confort. On ne va pas tellement être dans de la rééducation, mais voilà, préserver tout ce qui a déjà été acquis, essayer de moins
voilà, de pas trop perdre ce qui est déjà là et de vraiment rester dans le confort et dans l'apaisement jusqu'au moment où la personne partira et d'accompagner la famille également. Donc voilà, c'est vraiment très, très, très large et c'est pour ça que j'en reviens au fait de se spécialiser dans un domaine parce qu'on ne peut pas tout faire, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Et au niveau des structures dans lesquelles tu peux être amené à travailler, donc tu parlais du cabinet en libéral. Ouais. J'imagine que quand tu fais de la néonate, tu es plutôt dans un hôpital. Ouais. Quelles sont les structures qui peuvent finalement employer ou à quelle structure, voilà, dans lesquelles structures tu peux être amené à travailler? Alors au niveau, donc toute petite enfance, effectivement, comme tu as dit, il y a les hôpitaux. Généralement, c'est quand même les hôpitaux, donc en néonate, en réanéonate. Voilà, ça va être ce type de service-là, en psychiatrie infantile, psychiatrie maternelle. Euh, Ensuite, quand on sort vraiment de il y a les crèches également. Donc là, on n'est plus trop dans les hôpitaux, bien qu'il y a des crèches hospitalières. Ensuite, il va y avoir évidemment les cabinets libéraux, hein. Donc ça, c'est, on va dire, de 5 ans à la personne adulte. Généralement, effectivement, les personnes âgées ne vont pas tellement au cabinet libéral, bien que ça peut quand même être le cas. Il va y avoir tout ce qui est structure, donc c'est-à-dire les CESAD, par exemple. Alors, je ne connais pas toute la définition de toutes les comment on appelle ça, les noms des structures que je vais te donner, mais donc avec des personnes handicapées, on peut avoir du polyhandicap avec des IME, on peut avoir, enfin voilà, énormément de choses. Il peut y avoir des écoles aussi d'ailleurs où les psychomotriciens peuvent intervenir, dans des classes par exemple comme des SECPA, où le psychomotricien peut intervenir en tant que libéral par exemple et faire quelques jours dans la semaine là-bas pour suivre quelques enfants. Il peut y avoir pour les personnes âgées, des EHPAD, il peut y avoir les hôpitaux, donc que ce soit des SSR, donc des soins de suite et de rééducation. Ça, c'est plus pour les adultes, personnes âgées qui font voilà, un accident, un AVC, où on est vraiment rééducation pure, soins palliatifs pour les personnes âgées, mais même d'ailleurs pour les bébés, y a des soins palliatifs, donc plus en réanimation. Mais donc voilà, c'est assez large. Il y a quand même quelques structures où on ne retrouve pas de psychomotes, notamment les PMI. Donc ça, c'est les protections maternelles et infantiles. Alors moi, j'en connais pas qui ont des psychomotes. Honnêtement, je pense que c'est très très rare et c'est dommage parce que je pense que ce serait intéressant. Il y a également les écoles maternelles. C'est rare qu'il y ait un psychomotricien vraiment attaché à l'école, c'est-à-dire pas libéral qui vient. Et c'est aussi rare, par exemple, dans les écoles sans forcément de classe spécialisée avec n'importe quel type de pathologie, qu'un psychomotricien soit là. Par exemple, dans une maternelle, vraiment, où il n'y a pas forcément de pathologie, ce serait intéressant qu'il y ait un psychomotricien juste voilà, pour observer et peut-être déceler des choses. Donc, il y a quand même des structures où il n'y a pas de psychomotes. Il y a des structures où il y en a, mais il y en a très, très peu. Où il en faudrait beaucoup plus, notamment dans les hôpitaux et les services de toute petite enfance, réanimation, néonat, il y en a très peu. C'est en train de se démocratiser, mais c'est vraiment très lent pour le coup là-dessus. Mais ça va en lien avec le fait que c'est un métier, comme tu disais, pas si connu que ça. Donc voilà. Mais bon, on nous retrouve quand même dans pas mal de structures, bien que on n'ait pas non plus répondu assez, je trouve. Est-ce que tu peux nous parler des stages que tu as réalisés au cours de tes études et peut-être nous parler d'une situation, d'une anecdote, quelque chose que tu as vécu qui t'a fait te dire ça, c'est vraiment le métier que je veux faire? Alors, j'ai fait pas mal de stages pendant mes études, ce qui a été vraiment un très grand atout. C'est pour ça que j'ai pas voulu faire l'alternance au final. Donc, au niveau des stages que j'ai fait, je me rappelle avoir fait un stage d'1 an en cabinet libéral pendant ma deuxième année qui a été hyper enrichissante. C'est la première fois, enfin, une des premières fois que j'étais en cabinet, en tout cas la première fois aussi longtemps. Et c'était super. J'étais avec une tutrice qui était diplômée depuis 2 ans, je crois, donc assez jeune, donc on se ressemblait pas mal. Et c'était vraiment hyper intéressant, bien qu'à l'époque, j'étais quand même beaucoup plus en observation, vu que j'étais en deuxième année, donc c'est la première fois que je touchais un petit peu la pathologie. Donc voilà, et petite anecdote, c'était le cabinet dans lequel ma sœur a été suivie toute son enfance, donc c'était assez fou. Ensuite, cette même année-là, j'ai fait un stage, donc on était vraiment sur des enfants hein, au cabinet, on était vraiment sur du 5-15.
Ensuite, en parallèle, j'ai fait un stage, donc toujours la même année, à l'hôpital, dans un hôpital gériatrique. Donc, c'était en SSR, donc en soins de suite et rééducation. C'était hyper intéressant. Vraiment, j'ai adoré ce stage. Vraiment, cette année-là, j'ai vraiment fait des stages incroyables. Donc là, on était sur des adultes, voire des personnes âgées, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, post-accident, post-AVC, il y a beaucoup d'AVC. Et donc, c'était vraiment de la rééducation pure et dure. On était vraiment très, très liés au métier de kiné. Et c'était super, vraiment. J'ai rencontré des gens incroyables. Ma tutrice était aussi géniale que la première. Et vraiment, c'était la première fois que je rentrais dans un hôpital en tant que professionnelle, on va dire, ou que futur professionnel. Et je me rappellerai toute ma vie du premier jour où j'y suis entrée et la fin de ma première journée où j'étais en binôme avec une autre stagiaire avec moi. Et je me rappelle, c'était une journée où on est tombés dans les pommes toutes les deux. Enfin, c'était vraiment quelque chose d'assez fou. Et je suis sortie de là, je me suis dit, mais en fait, je pense que je ne verrai plus jamais le monde de la même manière parce que j'y suis rentrée pour la première fois et j'ai vu un peu les coulisses, quoi. Et c'est fou. Et j'ai rencontré des gens humainement qui m'ont énormément appris, que ce soit les professionnels ou les patients. Et je pense que j'ai toujours cette idée en tête qu'on donne énormément aux patients, mais les patients nous donnent toujours énormément, si ce n'est plus qu'on leur donne. Et donc, c'était un stage génial. En première année aussi, j'ai fait des stages qui m'ont un peu moins marqué parce qu'en plus, ça date un petit peu plus. Donc, j'avais fait un stage en école maternelle, en école, en crèche également, mais ça m'avait un peu moins marqué parce que c'était aussi de la physiologie. Donc, c'était vraiment, il n'y avait pas du tout de pathologie en première année. Donc, un petit peu moins intéressant. Et en troisième année, du coup, j'ai pu faire un stage en réanimation néonatale. Je dis j'ai pu faire parce que c'était pas dans les populations obligatoires à l'école. Donc, on avait 4 populations à faire obligatoires. Ça rentrait pas dans ces 4 populations. Mais moi, j'ai eu la chance, enfin, c'est pas vraiment une chance d'ailleurs, parce que j'ai vraiment travaillé pour, mais j'ai pu valider mes 4 populations en 2 ans, ce qui généralement se fait en 3 ans. Donc, du coup, j'avais l'opportunité de faire le stage que je voulais en fait en troisième année. Et donc, tant bien que mal, j'ai réussi à trouver ce stage-là. Et c'était, je pense que c'est le stage qui m'a le plus marqué parce que c'est grâce à lui que j'ai pu, bien qu'il y a eu plein d'aspects négatifs dans ce stage, il y en a eu énormément de positifs aussi. Et c'est vraiment grâce à ça, je pense, que je me suis dit qu'il fallait que je creuse ce domaine-là de la périnatalité. Bien qu'avant, j'étais déjà assez ancrée dans ce domaine, mais encore plus avec ce stage-là. Et, et voilà, donc je pense que c'est vraiment 3 stages qui m'ont beaucoup marqué. J'ai fait aussi en parallèle un deuxième stage en cabinet pendant plusieurs mois, mais voilà, c'est vraiment ces 3 stages-là qui ont, un stage en PMI aussi, mais voilà, c'est vraiment ces 3 stages-là qui m'ont beaucoup marqué. J'ai une question qui me vient comme ça quand tu parlais tout à l'heure d'un bébé dont les parents justement, donc le bébé est peut-être prématuré, les parents ont peut-être du mal à le toucher, etc. Est-ce que ce sont les parents qui font appel à toi ou est-ce que c'est l'hôpital qui fait appel à toi au regard de cette situation particulière? Ouais. Alors moi du coup j'étais dans le service, donc enfin à l'époque j'étais en stage, mais donc on n'avait pas vraiment, il n'y avait pas vraiment de hiérarchie. En tout cas nous en tant que psychomotricien, évidemment il y a la cadre, etc. Mais je veux dire le chef de service typiquement n'est pas forcément notre patron. Bien que nous notre métier on exerce sous prescription médicale, donc ça se vaut également voilà ça également à l'hôpital. Donc, on avait, enfin, en tout cas, dans mon service à moi, on avait la chance d'avoir un service qui connaissait plutôt très bien la psychomote, un chef de service qui connaissait également très bien notre rôle. Et donc, il nous faisait des prescriptions tout à fait liées à notre métier, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, il venait nous voir et il nous disait, bon, bah voilà, il faut que tu ailles là parce que voilà, peut-être qu'il y a un problème de relation parent-bébé, il faut que tu checkes, dis-nous ce que tu en penses. Donc, généralement, tout partait plutôt du chef de service. Maintenant, ça nous arrivait très, très fréquemment d'aller dans les chambres et voilà, de voir ce qui se passait, de voir ce qu'on nous donnait, en fait, ce que les patients pouvaient nous donner, et ensuite de répertorier aux internes ou aux chefs de service ce qui s'était passé, sans que ce soit eux, de prime abord, qui viennent nous voir. Donc, voilà. Soit c'est nous, on décèle qu'il y a une petite chose à travailler, soit au contraire, c'est eux, ils le savent déjà, et ils nous viennent nous voir pour qu'on précise ce qui se passe. Qu'est-ce qui est le plus challengeant dans ton métier? Le plus challengeant, alors attends, j'avais marqué des choses parce que je voulais pas oublier cette question, elle m'avait marqué. Le plus challengeant dans mon métier.
J'avais noté 3 choses importantes. Déjà, donc c'est très personnel, hein. La première chose qui m'a énormément challengée dans mon métier, mais également dans mes études, c'est que très vite, je me suis rendu compte que je voulais pas forcément faire ce métier. Ça a été très difficile et ça m'a énormément challengée parce que dès la fin de ma première année, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le métier que je voulais faire. Et donc, j'ai fini mes études, du coup, donc ça a été compliqué de finir ces études-là en ayant quand même une conviction assez importante de se dire que c'est pas ma voie. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup challengée. Euh, Ensuite, si tu veux, j'en parlerai plus, mais tu me diras si tu veux que j'en parle plus. La deuxième chose qui m'a beaucoup challengée, c'est ce fameux stage en réanimation néonatale. Je me rappelle d'une phrase qu'un médecin m'avait dit, parce que juste avant de rentrer à la PHP, on a un certificat médical, enfin d'aptitude psychologique et médicale à remplir pour être apte à bosser dans ce genre de service. Et donc, je lui avais raconté un peu quel stage j'allais faire. Et en sortant de son cabinet, il m'avait dit surtout, n'oubliez pas que ce que vous allez vivre, c'est l'exceptionnel. Et comme ça, je n'avais pas vraiment compris. Je me suis dit, bon, ok. Et en fait, quand j'ai commencé mon stage, je me suis dit, mais cette phrase a fait écho à un point pas possible parce que c'est un stage. Je pense que c'est vraiment, ouais, c'est la deuxième chose qui m'a le plus challengée parce que je suis vraiment rentrée dans le monde de la pathologie, voire parfois de la psychopathologie. C'est la première fois, je pense, que j'ai autant côtoyé la mort sans forcément qu'elle advienne, mais en tout cas qu'elle soit autant pensée. C'était très compliqué, du moins au début, de vivre une vie plutôt normale, sans grands enjeux, euh, et de passer une partie de mes semaines dans un service de réanimation néonatale où tout est compté, où tout est millimétré en fait. Ça a vraiment été un très gros challenge. Et le dernier challenge que j'ai marqué, tu l'avais un peu dit, mais c'est la méconnaissance du métier. Je le savais déjà un peu en rentrant dans ces études-là, que c'était pas un métier très connu. Et au début, quand j'étais en études, voire même quand j'étais diplômée, je trouvais ça plutôt sympa de raconter aux autres ce que c'était mon métier. Très personnellement, c'est vite devenu énervant d'expliquer à chaque fois ce que c'est. Bien qu'il y a de plus en plus de gens qui connaissent, mais bon, c'est pas la plupart. Et ça, c'est très difficile. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un challenge quand même à relever et que je relèverai peut-être toute ma vie, mais beaucoup plus, voilà, beaucoup quand on est en études et post-diplômé, voilà, on est encore toute jeune dans ce domaine-là. Et donc, c'est toi-même, en fait, c'est difficile de définir toi-même ton métier parce qu'il est tellement large que c'est compliqué. Donc ça, ouais, c'est aussi quelque chose qui challenge beaucoup parce que ça devient vite un peu gonflant quand même que les gens ne sachent pas trop ce que tu fais. Ouais. Je comprends tout à fait. Et en plus, derrière un même mot, on peut mettre tellement de définitions Ouais, que ça rend les choses encore plus bah complexes. c'est ça. Je voulais revenir sur ton premier challenge, là. Ce qui t'a challengé en premier, c'est de mener ton projet à terme, alors qu'en fait, tu te rendais compte que tu n'étais pas si motivé que ça pour faire le métier. Comment tu as réussi à aller au bout des choses? Ça a été assez difficile quand même. Je me rappelle qu'en rentrée de deuxième année, j'étais là. Les premières semaines, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je sais pas qu'est-ce que je fais là. C'était très dur. J'en avais parlé à mes copines. Elles m'avaient dit, parce que mon souhait, c'était de faire médecine. Je ne l'ai pas dit, mais c'était ça. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Parce qu'en plus, les inscriptions pour médecine sont passées. Qu'est-ce que je fais? Donc, j'étais allée voir une psychologue d'orientation scolaire qui était assez réputée à Paris. Je me suis dit, bon, ça se trouve, elle a les clés, donc je vais la voir. Et en fait, elle m'avait dit, grosso, qu'il fallait absolument que je termine mes études parce que si j'arrêtais là, en fait, je me retrouvais sans rien, sans médecine pour le moment et sans diplôme. Et si jamais je faisais médecine, que je tentais médecine et qu'au final, j'y arrivais pas, j'avais vraiment plus rien. Donc, je m'étais dit, bon, ok, elle a peut-être pas tort. Effectivement, il faut que je continue. Et puis, au-delà de ça, c'était un coût financier important, hein, l'école. Enfin, voilà, je pouvais pas tout lâcher comme ça. Donc, j'ai continué. Ça a été compliqué. J'ai mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois vraiment à m'y remettre. Mais bon, après, j'ai eu des bons stages, etc. Donc, je me suis accrochée. Euh, et puis après, c'est quand même toujours resté, hein, cette idée de faire médecine pour plein de raisons.
Et cette idée est toujours restée, en fait, hein. J'ai été diplômée et je me rappelle que quelques semaines après ma diplomation, je suis retournée voir un psychologue, donc un autre. D'où l'importance, peut-être qu'on en reparlera, mais d'aller voir plusieurs thérapeutes. Je trouve ça hyper important de ne pas se fier qu'à un seul. Et en fait, donc, je lui ai raconté mon parcours et en fait, il était complètement abasourdi. Il m'a dit, mais moi, à l'époque, si vous étiez venu me voir, je ne vous aurais jamais conseillé de continuer vos études de psychomote et je vous aurais dit de faire médecine. Et quand il m'a dit ça, j'étais mal, j'étais très mal parce que je me suis dit, ok, je suis diplômée, je suis censée être hyper heureuse, j'ai fini mes études et en fait, c'est pas le cas. Et en plus, quelqu'un me dit que j'ai pas forcément pris la bonne voie, donc, compliqué quoi. Donc c'est là que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai essayé de peser le pour et le contre, même encore un peu maintenant, mais quand même beaucoup moins qu'il y a quelques mois ou années. Et j'en suis venue plus vers le métier de psychologue, peut-être qu'on en parlera, mais ça a été très, très compliqué j'allais dire de faire le deuil des études de médecine. C'est pas vraiment un deuil parce que j'ai pas de regrets. Enfin, là, j'ai pas l'optique de faire des études de médecine. Mais en tout cas, si jamais je fais jamais médecine dans ma vie, je pense que j'aurais pas de regrets. En tout cas, pour le moment, j'en ai pas parce que j'ai vraiment pesé le pour et le contre. Mais ça a été très difficile, quoi, de se dire que, ok, je rentre dans ma 5e année d'études avec mon DU. Et je me rends compte qu'en fait, je suis pas à la bonne place. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et en plus, les thérapeutes se contredisent. Enfin, voilà, quoi. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond à toutes tes questions, mais... Ça en amène surtout d'autres. Après, je comprends, hein, parce qu'effectivement, commencer quelque chose, se rendre compte que c'est pas fait pour nous, il y a 2 choix qui s'offrent. Et sachant qu'effectivement, les études de médecine, c'est très particulier. C'est un domaine que je connais très bien parce que j'ai été directrice de prépa médecine pendant 15 ans, donc voilà. Avec le risque de rater ton concours, de ne rien avoir au bout, etc. Je comprends le côté très conservateur de dire va jusqu'au bout de ton diplôme, etc. Après, c'est surtout la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui t'attire dans les études de médecine ? Qu'est-ce qui t'attire dans le métier ? Parce que c'est même pas dans les études, c'est dans le métier de médecin que tu ne peux pas retrouver dans le métier de psychomotricien ou dans le métier de psychologue. Et puis finalement, peut-être que tu chemines en vieillissant, on se rend compte qu'il y a des choses comme tu disais, tu idéalises le métier au départ, et en fait, quand tu mets la réalité, tu confrontes à la réalité, tu te rends compte de certaines choses. Et peut-être que le métier de médecin, tu l'idéalisais aussi peut-être dans un sens, surtout des études très longues, et peut-être ce virage vers psychologue va t'apporter ce que tu recherchais, ce qui te manque peut-être aujourd'hui en tant que psychomotricien, et après, rien n'empêche de continuer à se former, de s'orienter. Enfin, tu vois, ce matin, moi, j'étais dans une réunion avec des professionnels. On était sur une moyenne d'âge de 40-50 ans. Toutes les personnes qui étaient là avaient opéré un virage dans leur vie professionnelle. Ok. Parce qu'en fait, ce que tu veux quand tu es jeune, ce que tu imagines vouloir, tu l'imagines le vouloir au regard de la personne que tu es aujourd'hui. Bien sûr. Mais cette personne, elle va continuer de se construire, elle va rencontrer des gens, elle va s'intéresser à plein de sujets, et puis tout ça, là, ça va construire, c'est un peu comme des briques de Lego. Et en fait, ces briques, tu les accumules, tu construis quelque chose, et puis à un moment, tu vas te rendre compte que ce que tu as construit, c'est pas mal, mais c'est pas totalement aligné avec qui tu es, parce que tu continues de grandir à côté. Et du coup, tu vas enlever toutes ces petites briques, puis tu vas en faire autre chose. Et puis parfois, tu vas acheter toutes les briques parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Mais voilà. Après, dans le domaine de la santé, c'est particulier parce que quand on est dans les métiers autour de l'aide à la personne, de la santé, il y a quand même quelque part la volonté alors peut-être pas de soigner, mais en tous les cas d'aider la personne à aller mieux, à se sentir mieux. Et ça change assez rarement. C'est-à-dire que, à moins que tu vives une situation personnelle très, très intense, qui va faire qu'à un moment, tu vas te retrouver confronté à des douleurs, des choses comme ça, qui vont t'empêcher de faire ça. Et encore que même avec la psychothérapie, ça peut se régler. Globalement, quand on aime soigner quelqu'un, c'est quelque chose qui reste présent. Et après, ça pourra évoluer. Tu pourrais très bien devenir, dans 10 ans, j'en sais rien, sophrologue ou... Enfin voilà, il y a bien sûr. Tu peux même devenir psychothérapeute, faire différentes formations du genre hypnose, des choses comme ça. Parce qu'en fait, après, tu continues d'ajouter des compétences à la personne que tu es. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, qu'on nous dit pas forcément quand on commence les études.
On nous dit, voilà, bah, tu seras tel métier, on ne sait pas trop ce que c'est. Puis au final, on se rend compte que le métier de départ, c'est pas du tout le métier qu'on va exercer dans 20 ans parce qu'en fait, tu te seras formé, que tu auras lu énormément de choses, que tu auras vu plein de patients, qu'à un moment, tu veux te spécialiser. Et c'est cool que tu aies trouvé très vite le secteur, en tous les cas, le type de patient qui te fait vibrer, sur lequel tu as l'impression qu'il y a quelque chose à jouer. Et ça, c'est beau parce qu'il y en a qui mettent des années avant de le trouver, voire même qui se spécialisent pas parce que ça leur convient très bien d'être plus généraliste. Et heureusement qu'il y a des personnes qui le sont. Hein. Bien sûr. En cabinet libéral, si tout le monde se spécialisait sur la petite enfance, bah, il faut dire que personne pourrait prendre en charge des adolescents ou des adultes qui, j'en sais rien, font des AVC, des choses comme ça, et qui ont besoin justement de professionnels comme vous. Je voulais revenir, parce que tout début, tu nous as parlé de projets que tu as mis en place, donc Baby Move, un carnet psychomoteur et des consultations. Est-ce que tu peux nous parler de ces 3 projets, en quoi ça consiste et d'où c'est venu, en fait, ces idées-là? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'innovant. Ouais. Alors, le carnet de santé, c'est venu assez par hasard, en fait. J'avais pas du tout comme idée de vendre quoi que ce soit. Mais en fait, c'est un jour, je me promène dans mon carnet de santé pour vérifier un vaccin. Et en fait, je me dis, je regarde un peu la partie psychomotrice chez les bébés. Et je me rends compte qu'en fait, il y a tellement peu de choses et que ça va pas du tout. Et je me dis, bon, ok, je casse ça dans un coin de ma tête. Je me dis, je sais pas trop ce que je peux faire, quoi. Parce qu'en plus, le carnet de santé, c'est quand même à échelle internationale, mondiale même. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quelque chose lié à l'État. Enfin, c'est difficile de bouger ça. Et je me suis dit, bon, écoute, lance-toi, t'as qu'à faire un espèce de carnet, un carnet de santé, mais vraiment que pour la psychomote, ou vraiment que pour la psychologie et la motricité, pas forcément la psychomotricité. Et tu fais ça, 0-2 ans. En plus, c'est une période extrêmement importante et très charnière. Donc, pendant, je crois que j'ai commencé ça je sais pas, ça devait être en février-mars de cette année. J'ai commencé à travailler ça, etc. J'ai continué cet été. Et puis, quand je l'ai fini, je me suis dit, bon, bah, j'en fais quoi Et après réflexion, je me suis dit, bon, bah, imprime-le et peut-être vends-le. Mais en fait, c'était très innocent parce que je j'avais aucune notion des coûts, que ça allait me coûter. Enfin voilà, le site internet, je ne pensais pas du tout en faire un. J'en ai fait un surtout pour pouvoir le vendre. Enfin voilà, c'était assez innocent. Et en même temps, je trouvais ça plutôt beau. Donc je me suis dit, bon, écoute, pourquoi pas. Et en fait, ça m'a appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, déjà, à mon échelle. Même si c'est pas du tout un domaine qui m'attire plus que ça, mais ça m'a quand même appris des choses. Et aussi, ça m'a appris à recevoir aussi des choses positives, mais aussi la critique constructive quand elle est présente, c'est important, parce que quand on crée des choses, on reçoit toujours des critiques. Donc voilà, donc c'est venu un peu de cette idée-là, du carnet de santé, comme quoi il n'était pas assez fourni à ce niveau-là. Ensuite, le site internet, du coup, c'est vraiment venu du carnet, où je me suis dit qu'il fallait que je le vende via quelque chose, et j'avais aussi cette envie de parler un petit peu de moi quand même si je voulais pas en faire un blog. Et j'avais aussi envie de proposer des consultations psychomotrices, comme je pouvais faire sur Doctolib avant, mais maintenant je ne suis plus vraiment liée à Doctolib. Donc je voulais proposer ça. Et voilà, parce que je trouvais ça pertinent de proposer des consultations en visio sans forcément se déplacer. En plus, avec des petits bébés, parfois ça peut être contraignant. Donc pourquoi pas. Et puis le site Instagram, je crois aussi que tu m'en as parlé. Ça, c'est une idée qui m'est venue il y a 2 ans, un peu plus. Donc j'étais encore étudiante et je me suis dit, donc j'étais déjà assez attirée par ce monde vraiment de la périnate. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, lance-toi. Voilà, écris des choses que tu sais, que tu aimerais apprendre. Donc, il y a eu pas mal de petits tournants sur mon compte Insta. Avant, je proposais vraiment des choses surtout aux professionnels. Maintenant, c'est beaucoup plus lié aux parents, aux professionnels aussi, mais aussi pas mal aux parents. Donc, voilà, j'ai toujours aimé cette idée de transmettre. Je déteste quand les gens se forment et ils détiennent leur savoir et ils ne transmettent pas, je ne comprends pas. Donc, j'ai toujours voulu transmettre tout ce que je savais pour que les autres connaissent les choses autant que moi et mieux peut-être. Donc, Insta, c'était vraiment un truc assez facile.
Et en fait, je me suis un peu pris au jeu. Donc avant, je postais un peu comme ça. Et puis, j'ai eu des périodes aussi où je postais rien pendant des mois. Je me suis dit, bon, je vais arrêter, c'est n'importe quoi. Et puis, il y a eu une période où j'ai beaucoup repris. Et depuis quelques temps, je reprends pas mal. Donc, voilà, c'est venu comme ça. Et j'aime beaucoup cette partie de création que j'ai sur Instagram. Et, euh, et voilà, c'est pas avec comme le carnet où vraiment il y a une partie très entrepreneuriat avec création aussi, mais vraiment financier, etc. à gérer que j'aime pas tellement. Instagram, il y a pas du tout cette partie-là à gérer, donc j'aime bien. Et du coup, ton compte Insta, c'est Belly c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Ouais. J'ai deux questions et après, peut-être que toi, tu auras des choses à rajouter si tu le souhaites. Ma première, comment tu fais pour mener de front ta carrière professionnelle et tes études? Comment tu t'organises pour pouvoir finalement valider ton DU en fin d'année? Combien de temps ça te prend chaque semaine? Comment tu fais pour t'organiser? Alors, l'année dernière, c'était chaud. C'était chaud parce que j'avais aucune idée de vraiment quel temps tout allait me prendre. En plus, je suis arrivée dans un DU où, en fait, sur le papier, c'était pas du tout le même taux horaire que ce qui s'est passé en vrai. Et ça a choqué tout le monde. Donc, ça me prenait quasiment un mi-temps, ce qui n'était pas du tout prévu. C'était censé me prendre qu'un soir par semaine. Donc, on n'était vraiment pas du tout sur ce qui était prévu. Donc, heureusement que j'avais, entre guillemets, prévu le coup sans le savoir, un mi-temps en cabinet. Donc j'ai pu gérer, c'était quand même compliqué parce que les lieux de formation n'étaient pas du tout au même endroit. Donc j'étais une fois à la fac de médecine, j'étais une fois au fin fond de Montmartre, j'étais une fois, enfin vraiment c'était complètement un truc, en sachant que j'habite pas du tout enfin j'habite pas dans le même département, donc du coup c'est quand même plus compliqué. Je jonglais entre ma partie étudiante et ma partie thérapeute au cabinet. C'était une année très riche. C'est pas pour ça que j'ai quitté le cabinet, mais vraiment c'était assez riche quand même. Et cette année-là, donc j'ai quitté le cabinet au mois de juillet et pour le moment, je ne travaille pas en parallèle de mon deuxième DIU. Donc il me prend, lui, et c'est un DIU 100% à distance. C'était vraiment euh, quand même une volonté de ma part, ou du moins que ce soit moins physique que ça l'était avant. Bon là, pour le coup, c'est plus du tout physique. Donc ça me prend personnellement parlant, parce que chacun gère comme il veut, mais ça me prend à peu près un mi-temps par semaine. Donc c'est moi qui crée mon propre planning, donc c'est plutôt sympa, bien que il faut faire très attention à ça parce que on est vite amené à faire autre chose, hein, parce que c'est à distance, donc on n'a absolument aucun, enfin voilà, on n'a pas de cours précis, on bosse quand on veut, donc il faut quand même faire attention à ça. Donc voilà, ça me prend à peu près un mi-temps. Bien que si j'ai envie que ça me prenne plus ou moins de temps, je peux décaler, mais en gros, c'est ça. Là, je suis dans l'optique enfin, je cherche un travail depuis pas mal de temps dans un secteur assez précis, donc pourquoi pas du coup faire un mi-temps travail et un mi-temps DIU. Mais en tout cas, voilà, ça se fait. Je pense que ça se ferait beaucoup plus difficilement s'il y avait un temps plein à côté. En tout cas, l'année dernière, c'était absolument impossible de faire un temps plein à côté. Donc, voilà, mais ça peut se faire. Ok. Et ce qui veut dire que tu conseilles peut-être de plutôt faire un planning à la semaine, savoir ce qu'on a prévu de travailler, de ne pas partir un peu en se disant on verra bien et puis l'aventure nous guidera, quoi. Faut quand Ouais, même c'est savoir ce ça. qu'on veut faire. Bah, en fait, là, typiquement, j'ai fait un planning. Moi, j'ai commencé mes cours depuis septembre, mais j'ai fait un planning hier sur vraiment mon année, donc jusqu'à juin à mon examen. Parce que, en fait, on se rend pas compte parce que les cours sont en distance. Donc, on se rend pas compte de tout ce qu'on a à apprendre. Et en fait, quand on déroule, on se dit, mais c'est pas possible. Comment je vais faire? Parce qu'en plus, sur un cours d'une heure en visio, c'est le double, voire le triple, parce qu'il faut écrire, il faut mettre pause, il faut réécouter. Enfin, c'est long. Donc là, moi, je me suis fait un planning vraiment sur mon année avec des jours précis où je sais ce que je dois faire. Maintenant, chacun peut faire un planning comme il veut, hebdomadaire, mensuel, etc. Mais je pense que c'est important. Après, moi, je suis très, très planning. Toute ma vie est cadrée. Donc voilà. Mais je pense que c'est quand même important quand c'est à distance. Et du coup, est-ce que tu as des méthodes d'apprentissage que tu as peut-être appris pendant ton année de prépa, que tu as continué à utiliser pour t'assurer d'arriver aux examens prête avec les bonnes connaissances? Est-ce que, j'en sais rien, tu fais des fiches de révision? Est-ce que tu as des astuces comme ça que tu utilises? Alors moi, j'ai toujours été très rétro-planning, donc c'est-à-dire partir d'une date d'un examen et vraiment faire mon planning en fonction de cette date-là, donc vraiment reculer.
j'ai toujours fait ça. Moi, j'ai toujours fonctionné en planning toutes mes études, même encore maintenant, et encore plus quand j'étais en école, où vraiment c'était limite jour par jour, où là, ça allait un peu moins quand même. Sinon, moi, j'étais très manuscrite, c'est-à-dire que moi, j'adorais tout réécrire. Il fallait qu'il y ait de la couleur, donc je faisais beaucoup de codes couleurs. Je réécrivais beaucoup, j'imprimais tous mes cours. Alors là, c'est pas du tout écologique, mais vraiment, j'imprimais tout. Et je surlignais, je réécrivais, je transformais des phrases parce que j'étais pas du tout. La plupart de mes cours étaient donnés en cours magistral, donc j'étais présente, mais étaient aussi en ligne après quand les profs avaient fini leur cours. Mais je n'arrivais pas à réviser sur une tablette, un ordinateur, enfin, c'était pas du tout fait pour moi. Donc j'avais des classeurs énormes avec vraiment tous mes cours d'imprimé. Et c'était vraiment ma méthode à moi pour y voir plus clair. Après, j'étais pas tellement fiche parce que je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment possible de ficher en fait parce qu'il y avait beaucoup de choses d'important et puis ça me prenait trop de temps. Donc souvent je surlignais, c'était une méthode enfin c'était une méthode pour moi pour ficher plutôt rapidement et pas tout réécrire. Et puis je réécrivais directement sur le cours lui-même des petites phrases. Je le simplifiais quand il y avait des cours très compliqués. De neuroanatomie, des choses comme ça, je simplifiais tout. Vraiment, j'écrivais en langage vraiment très bébé, en fait, hein, pour vraiment comprendre ce qui se passait réellement dans le cerveau. Ouais, j'ai toujours été très manuscrite, moi. Je sais qu'il ne s'appelle pas à tout le monde, mais voilà. Merci. Et alors, ma dernière question, on n'a pas trop parlé de tes parents, mais quel rôle ils ont joué, entre autres, dans cette période de doute? Est-ce que tu leur en as parlé? Comment ils t'ont accompagné donc tout au long de ta scolarité, par exemple, par rapport à ton bac, par rapport à ton année de prépa, quel rôle ils ont joué et comment ils t'ont accompagné tout au long de tes études? Alors, au niveau de mes parents, déjà, ils sont assez divisés sur la chose, dans le sens où mon père a toujours été beaucoup, beaucoup derrière moi au niveau études. C'est lui qui faisait mes devoirs avec moi quand j'étais petite. Il m'a toujours énormément poussée. Ma mère également, mais elle était moins présente au niveau dans ce domaine-là. Euh, Ensuite, je me rappelle que mon père m'a toujours beaucoup soutenue dans mon souhait de faire des études scientifiques, on va dire. Ma mère me voyait beaucoup plus dans le droit, donc beaucoup plus dans quelque chose de littéraire, etc. Ça m'a un peu interrogée, mais bon, c'est quand même vite passé. Donc voilà. Ensuite, quand j'ai voulu faire le métier de psychomotricien, je ne me rappelle pas vraiment de leur réaction, mais je pense qu'ils n'étaient pas vraiment étonnés. C'était plutôt dans la suite logique des choses. Euh, un peu trop logique peut-être d'ailleurs à l'époque, j'aurais peut-être dû m'en douter, mais bon. Du coup, voilà, ils n'étaient pas tellement étonnés. J'ai fait ma prépa. Mon père était assez... je pense qu'il était assez un peu apeuré dans le sens où il s'est dit, oh là là, il faut qu'elle y arrive, quoi. C'est quand même... Enfin là, c'est des études supérieures, en plus, elle fait une prépa. Enfin, c'est quand même assez... en plus, elle prépare un concours assez sélectif. Mais il m'a toujours énormément poussée et il m'a toujours dit que j'y arriverais tout ce que je ferais dans ma vie. Donc, du coup, voilà, j'ai jamais eu de... Enfin, il n'a jamais douté de moi là-dessus. Par contre, ça a été plus compliqué au moment de, entre guillemets, ma reconversion. Donc, j'ai fait mon diplôme. Ensuite, j'ai fait mes deux DIU. Donc là, j'en suis à mon deuxième. Et j'ai cette idée de reconversion depuis maintenant longtemps, hein. Ça fait depuis quand même, la fin de ma première année. Donc, ça fait longtemps. Et j'en ai informé mes parents qu'il y a quelques mois parce que je savais que ça allait être difficile. Je savais que mon père allait beaucoup plus mal le prendre que ma mère parce que ma mère est beaucoup plus ouverte sur le sujet et moins fermée aux études. Et donc, voilà, médecine, par exemple, ils sont pas vraiment au courant, d'ailleurs, pour médecine, pas tellement, parce qu'il y a eu plusieurs filières, donc il y a eu sage-femme, il y a eu médecine, enfin voilà, il y a eu quand même pas mal de remises en question. Pour vraiment, je voulais que ce soit quand même assez tangible, donc par exemple, la VAP, ça a été un peu plus que juste une envie de faire médecine, donc je leur en ai parlé depuis très peu de temps, alors que ça fait déjà vraiment pas mal de temps que j'y pense. Et il y a eu beaucoup d'inquiétudes, déjà, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Parce que je suis déjà diplômée, j'ai un métier, enfin, pourquoi je veux tout reprendre, quoi. Donc, beaucoup d'incompréhension, surtout venant de mon père, qui me disait, mais je comprends pas, enfin voilà, t'as tout fini, pourquoi tu veux recommencer?
enfin, c'est pas logique, quoi. Et effectivement, c'est peut-être pas dans la suite logique des choses, mais donc voilà, je pense que à l'heure actuelle, il a toujours du mal à encaisser ça, bien que il sait que c'est pour mon bien, donc il finira par accepter si ce n'est déjà fait, mais ça a quand même été compliqué. Je me souviens, il y a aussi le coût financier qui est important parce que moi j'ai fait un gros prêt quand même pour mes études. C'est une école privée qui coûtait très cher, donc le prêt n'est toujours pas remboursé à l'heure actuelle. Donc c'est compliqué de dire à mes parents que je veux faire d'autres études, bien que je serai à la fac, donc ce sera plus du tout ce sera pas la même chose que l'école privée, mais déjà ça. Et oui, je pense une incompréhension générale voilà, tu as un métier qui est censé te satisfaire, pourquoi tu veux faire autre chose. Et en plus, c'est même pas autre chose, c'est vraiment pourquoi tu veux changer de métier. Ça a été le plus dur à accepter, je pense. C'est même pas autre chose comme diplôme, par exemple, pour mon DU, mon DIU, qui déjà parfois est un peu mal passé parce que pourquoi tu continues, tu as déjà ton diplôme, quoi, donc ça sert pas à grand-chose. Mais bon, ça a été accepté. Mais là, c'est carrément une reconversion. Donc, c'est, je pense, plus compliqué pour eux. Ok, merci beaucoup pour cette transparence. Pas toujours simple, hein, finalement, de devoir justifier ses choix entre la sécurité d'un emploi qui te plaît moyennement et écouter son cœur, parce qu'on sait qu'en fait, on ne sera pas épanoui dans ce métier-là. Donc, jamais simple. C'est ça, être adulte. Bien sûr. Ouais, okay. Exactement. Eh bien, écoute, en tous les cas, merci beaucoup, Charlotte, pour ce temps passé ensemble. Bien, merci à toi. Beaucoup de réussite. Je voulais savoir si tu étais OK pour que je partage les différents liens, donc vers ta page Internet pour ton carnet psychomoteur, vers ton compte Instagram. Et aussi, ma question, c'est s'il y a des parents qui veulent te contacter ou même des étudiants. Est-ce que c'est mieux sur ton compte LinkedIn ou plutôt sur ta page Instagram ? Un peu les deux. Franchement, il n'y a pas de souci. Je réponds autant sur l'un que sur l'autre. Donc, super. Et je partagerai également ton compte LinkedIn. Comme ça, les gens te contacteront là où ça leur fait plaisir de te contacter. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la fin de tes études, pour tes divers projets et peut-être à une prochaine fois. Merci à toi, vraiment. Bonne journée. Bonne journée.